Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Ahmed Haripa, bonjour, bonjour amis téléspectateurs. Bon début de semaine. Merci. On démarre par la loupe qui propose ce matin, entre autres titres, drame de Dassa, 29 décès. Au final, le gouvernement explique la réaction tardive des sapeurs-pompiers. Oui, mieux vaut tard que jamais, parce qu'on attendait cette réaction. En tout cas, les explications du gouvernement en la matière depuis un moment. Oui, avait appris que le gouvernement avait diligenté une enquête pour mieux comprendre la situation. Je crois qu'une fois que les explications sont données, il va falloir maintenant travailler à ce que, pour les prochaines fois, qu'il y ait une réaction prompte des sapeurs-pompiers et que tout soit suivi à la loupe. D'ailleurs, il faut savoir que le député du Parti des démocrates, Kamel Ouassangari, si je ne m'abuse, avait à ce propos posé des questions orales au gouvernement, donc qui y a dépêché au Parlement des ministres pour y répondre. Et après, justement, des différentes réponses, le député qui se dit quand même, voilà, toujours insatisfait. Oui, quand on regarde les explications données, oui, c'est bien beau de donner des explications pour une situation aussi grave, alors que le plus important, c'était déjà que les sapeurs-pompiers aient les moyens à disposition pour répondre promptement. Si les sapeurs-pompiers n'ont pas eu à réagir de façon prompte, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors le problème, c'est de régler ce qu'il y a, et pour que demain, à l'avenir, on n'ait plus de telle situation. Et je crois que le député est dans son rôle d'interpeller le gouvernement, et il est dans son rôle aussi de dire s'il est satisfait ou pas. Quitte au gouvernement maintenant de voir quoi faire pour que les prochaines fois, on n'assiste plus à de telles situations et que les députés de l'opposition n'aient plus la brèche ouverte pour pouvoir les interpeller. Allez, on reste avec le quotidien La Loupe pour parler santé cette fois. Laurent Roland Tonneikes, Covid-19 dans le monde. L'alerte maximale levée, place à une gestion à long terme de la pandémie. C'est-à-dire annoncer qu'à un moment donné, le Covid-19 ou la Covid-19, ça passera et qu'à un moment donné, on continuera à vivre avec. Il faudra apprendre à vivre avec. Et comme on a pu apprendre à vivre avec le VIH-Sida. Et vous allez voir même que dans certains pays, moi je pense que c'est peut-être chez nous ici qu'on voit encore les gens avec masque à craindre de la Covid-19. Toutes les deux dernières fois, je me suis retrouvé hors du pays. Je n'ai pas vu les gens s'acharner à porter masque. Ils vivent normalement comme si de rien n'était. Et donc, je crois que l'OMS maintenant situe les uns les autres. Oui, la Covid-19, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? On a pu voir qu'avec la guerre en Ukraine et en Russie, il n'y a plus de Covid-19. En tout cas, la guerre. Cette actualité est venue justement éclipser. Mais écoutez, la France qui était au devant, les États-Unis qui étaient au devant, qui chaque jour nous faisait le point de personnes contaminées dans leur pays. Quand il y a guerre en Ukraine, Macron n'en a plus jamais parlé. A commencé par évoquer la guerre en Ukraine et en Russie. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens lâchent. D'ailleurs, précisons, le directeur général de l'OMS qui invite justement les différents États à ne pas baisser la garde. Oui, non, au-delà de tout, au fait, je pense qu'il ne faut pas baisser vraiment la garde, au-delà de tout. Seulement que comment vous appelez, cette information qui faisait peur à Papy en fait, aujourd'hui, on doit pouvoir vivre avec et se dire, oui, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Oui, j'ai appris il y a quelques jours qu'il y a des gens qui ont été toujours au Covid-19 au Bénin ou dans la sous-région. Oui, c'est en cela d'ailleurs que je m'étonne quand vous vous demandez si la Covid existe toujours. Non, c'est-à-dire quand on parle de Covid-19, c'est un ensemble de choses. Je ne vais pas peut-être aller sur ce terrain ce matin parce que je risque d'être mal compris. Parce que le virus existe toujours. Je risque d'être mal compris. Mais ce que je sais, c'est que oui, il faut apprendre à vivre. Et comme nous avons appris à vivre avec les gens ont appris à vivre avec le VIH-Sida. Parce que si je dis nous avons appris, c'est comme si... peut-être que vous vivez avec, peut-être. Non. Peut-être bien. Que Dieu m'en épargne. De toute façon, ce que je veux dire, oui, il faut apprendre à vivre avec ça.
que les gens fassent attention. Quand on fait la somme des situations avec la Covid, on constate qu'il faut un minimum d'hygiène en réalité. Donc que les gens fassent attention. Se serrer la main aussi aujourd'hui parce que j'étais quelque part il y a quelques jours, le monsieur devait vendre des spaghettis. Et on a commandé. Et puis à un moment donné, j'ai observé le monsieur, il quitte la cuisine, et il prend, comment on appelle, le tablier, il faisait comme ça. Pour se moucher. Et puis je me suis déplacé exprès pour tourner, pour voir. Le gars se mouchait avec le tablier. Et quand il est revenu, il a pris sa main, il a pris le spaghetti. Il a mélangé en même temps, il a servi. Non, il y a le feu, il y a la chaleur, il y a j'ai regardé un peu. La chaleur de la cuisson qui tue les microbes, les virus. Avieux célibataire qui continue d'aller dans les cafés. Vous savez qu'après justement cet épisode rattaché à la Covid, enfin personnellement, j'ai encore du mal à serrer la main aux gens jusqu'à présent. Moi, bizarrement. Oui, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que quand je serre la main à quelqu'un maintenant, je me demande mais où est-ce qu'il a traîné sa main on se pose des questions. Voilà. Parce que tout au moins, moi j'ai le réflexe, quand je fais une certaine chose, je lave la main. Mais je me demande si... Parce que la Covid, c'est ce que la Covid nous a amené de très positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous finissez de faire un geste, vous devez pouvoir aller laver les mains. Quand vous touchez le stylo d'un collègue, quand vous touchez un papier, un ordinateur, là où un collègue est passé, vous devez aller vous laver les mains. C'est ça. Mais il y a d'autres personnes... Ils prennent peut-être les braquettes avec la main, ils urinent et il y a même des traces, quelques gouttes d'urine sur la main et puis ils vous serrent la main. Vous les voyez finir de le faire et juste après ils vous tendent la main. Oui. Je ne peux pas la prendre la main, je ne peux pas. Non mais vous imaginez même bien quelqu'un même parfois, vous le voyez qui finit de se moucher avec la main et juste après vous tend la main. Il prend un papier, petit papier, déjà sale d'ailleurs. Qui est ça depuis une semaine. C'est à peine s'il trouve le papier, autrement. Ou bien il fait comme ça. Voilà, il se frotte. Et il vous serre la main. Et après, il vous serre la main. Je ne peux pas la prendre la main. Je ne peux pas. Je ne peux pas la prendre. Donc en réalité, il y a la question d'hygiène dans cette affaire de Covid. Absolument. Et c'est en cela d'ailleurs que l'invite donc du directeur de l'OMS vient bien à propos. Il ne faut pas baisser la garde. Parlons d'autre chose, Laurent Roland, Tonné Niquès. Allons à la une du quotidien, l'affiche du jour. Décrispation politique au Bénin, le durcissement des positions, un obstacle à la libération de Aïva et Madougou, selon les confrères de l'affiche du jour. Oui, je crois que l'affiche du jour n'a pas tort de le dire. Moi, je fais partie des premières personnes à plaider pour la libération de Ricky Madougou et Joël Aïva, bien évidemment. Mais je pense sincèrement que il faut travailler à aller à la table de négociation plutôt que de durcir les positions. C'est-à-dire que le pouvoir en place a bien des raisons peut-être, des raisons politiques ou raisons je ne sais quoi, de ne pas vouloir la libération de Joël Aïva de Ricky Madougou parce que c'est deux personnalités de en tout cas, considération. Je suis tenté de haute personnalité de l'État. De l'État. Qui, en l'état, peu ou prou peut faire peur politiquement. Quand on prend Ricky Madougou, c'est un parcours, on connaît le parcours. Et donc, elle peut faire peur politiquement. D'ailleurs, les gens disent que c'est parce qu'elle fait peur politiquement. Mais on a pu voir le candidat itinérant, Joël Aïva, qui a fait le tour, qui a fait les rencontres itinérantes et qui a pu rencontrer la population là-bas et échanger avec ces personnes. Ce qui fait qu'il il est aujourd'hui considéré comme quelqu'un à craindre aussi politiquement, même si on ne lui connaissait pas pour autant. C'est vrai que politiquement, il était du PRD avec Adrien Gbedji. Mais on a pu comprendre qu'à un moment donné, il a juste voulu s'écarter de Adrien Gbedji pour prendre son destin en main, politique en main. D'accord. Donc, quand on voit tout ça, oui, le pouvoir ne voudra pas nécessairement libérer des gens qui peuvent être des obstacles pour la continuité ou non en 2026. Parce que même si on a condamné hier et après nous, c'est que le pouvoir en place travaille à ce que, après eux, que ce soit eux, toujours eux. Donc il y a après nous, c'est nous qui est en cours, qui se prépare, même si on ne le dit pas clairement, on ne le dit pas avec les mêmes thèmes. Mais quand c'est comme ça, on a peur des potentiels candidats qui peuvent changer la donne, qui peuvent peser énormément dans la balance. À défaut d'être roi, je suis sûr que Ricky Madougou et Joël Aïva peuvent être faiseurs de roi. Et donc, l'un dans l'autre, quand c'est comme ça, vous ramenez la balle à tête. Vous pensez que c'est ce qui justifie le durcissement du point de vue j'en fais, c'est-à-dire que du gouvernement, du côté du gouvernement, le gouvernement, écoutez, aucun pouvoir en place
en place ne travaillera à ce que celui qui, en tout cas, lui mettre les bâtons dans la roue. Celui qui pourrait lui mettre les bâtons dans la roue, qui voilà. pourrait constituer, pas, je dirais même pas quand on dit bâton dans la roue, c'est peut-être négativement. Constituer un obstacle à leur progression, soit en liberté ou est carte blanche sur tout le terrain. Donc, en la matière, ça peut être difficile pour eux de prendre des décisions pour libérer Rick Amadougou et Joël Aïvo. C'est pourquoi, de l'autre côté, il va falloir ramener la balle à terre. Oui, il faut ramener la balle à terre. Il faut moins durcir les positions. Il faut faire quoi il faut négocier. Il faut faire des concessions. Il faut dans le cas d'espèce, je pense qu'il faut faire l'âne pour avoir le foin. Ici? Oui, dans le cas d'espèce, avec Rick Amadougou et Joël Aïvo, il vaut mieux faire l'âne pour avoir le foin. Quand vous avez en face de vous un monsieur assez redoutable politiquement, qui... Exemple? Écoutez, Patrice Talon, appelons Chacha, assez redoutable politiquement. Mais écoutez, ne continuez pas à montrer que vous êtes politiquement intelligent. Parce qu'il a démontré en 2016 que, oui, ça peut être un peu à tort dit ou à raison dit qu'il a montré qu'il est politiquement fort négativement. Mais toujours est-il qu'il a réussi à discipliner, à nous discipliner. En tout cas, nous tous, toutes catégories confondues. Politiquement parlant, parce que même les journalistes ne peuvent pas oser dire la vérité. C'est ça, appelons Chacha. Donc vous ne dites pas la vérité? Non, je dis les journalistes. N'êtes-vous pas journaliste? Non, c'est-à-dire, c'est un journaliste. N'êtes-vous plus journaliste? Non, mais quand je parle, je ne généralise pas. Informez-nous. Certains journalistes, quand certains journalistes n'aiment plus dire la vérité. J'aime mieux certains. Non, ceux qui me suivent savent autrement, je vous poserai la question, que faites-vous en plateau? Non, justement, c'est-à-dire, moi, tout le monde, les gens peuvent comprendre. Voyage et tout ça, après on ne comprend plus. Les gens comprendront que moi, par exemple, je n'ai pas peur de dire ce que je pense, même si parfois j'ai la peur au ventre en le disant. Mais je sais que beaucoup de journalistes, je dis, n'ont plus le courage, même des gens les plus expérimentés que nous avions pris comme modèle hier. Donc, les politiques à ce niveau, écoutez, j'ai toujours dit, UPRBR, vous dites que c'est parti réforme sociale partisan. Écoutez, moi je continue de dire devant caméra que dans UPR et BR, c'est des disciplinés soumis qui n'ont pas le courage de réagir. Quand partisan va quitter, vous comprendrez la vraie face de cette formation politique. Laurent Roland Tonnerre-Ikes, avec l'affiche du jour, on peut également lire ce matin, c'est un sujet dont on a eu à parler sur ce plateau. Laissé Tofa Ier de Porto Novo, un enseignant d'histoire-géographie déposé en prison pour harcèlement sexuel. On parlait il y a quelques jours de la loi sur les harcèlements basés sur le genre, sur le sexe. Il y a toujours des malades dans ce pays. Moi, je comprends pas. Attention à vos mots, Laurent. Écoutez, il n'y a pas de mots forts que je puisse utiliser encore ce matin. Si vous voulez, si j'en trouve, je vais en utiliser. Mais je dis une chose. Quand vous avez une dignité, que vous avez une vision pour votre vie, quand vous savez là où vous voulez aller, je vous en prie, vous ne pouvez pas vous permettre cette chose. Avec ce qui se passe là, les lois votées là, écoutez, l'INF a besoin de produire des résultats, des rapports à la fin de l'année pour dire voilà ce que nous avons fait. La CRIET a besoin de... Parce que n'oubliez pas que les délits concernant le harcèlement sexuel, c'est confié à la CRIET. C'est confié à la CRIET. Donc la CRIET a aussi besoin de faire un rapport pour dire oui, en la matière, voilà la moisson. Et vous tombez dans ce piège-là. C'est quoi le problème? On dit qu'il y a 52% de femmes. Et vous ne trouvez pas dans toutes ces femmes qui circulent là, une femme à draguer. Parce que vous ne voulez pas se dépenser. Les petites filles là, vous les manipulez. Ils iront en prison. Et ça, j'appelle ça des gens malades. Excusez beaucoup. Mais c'est ça, il faut appeler Chacha. C'est des gens malades. Il faut que les gens commencent par apprendre à discipliner leur libido. C'est pas parce qu'on voit trop qu'il faut toujours aller mettre quelque chose dedans. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut, dans ce contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec les lois votées, avec toutes les mesures prises, vous imaginez et vous voyez, regardez, quand même, je n'encourage pas à le faire, mais écoutez, il y a tellement de femmes aujourd'hui. Si vous avez vraiment un peu de dignité, que vous avez les moyens et que vous n'êtes pas à va peindre, quand même, vous allez trouver au moins une femme à prendre à côté. Mais vous êtes là, parce que c'est les petites filles, c'est peut-être... oui, elle ne peut pas vous demander de l'argent, vous allez la manipuler, la martyriser, vous en faites ce que vous voulez. Vous pensez que c'est la raison qui justifie cet état de choses? Mais écoutez... Quand vous parlez de maladie, finalement, je vous rejoins pour peut-être expliquer que parfois il s'agit d'un état psychologique qui peut expliquer la chose. Parce que oui, on peut parler du fait qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent avec des grandes
personnes et autres, mais en réalité, ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, non, il y en a qui attirent les filles avec les bien souvent psychologique. Il y en a qui sont attirés que par exemple, des jeunes filles, des petites filles en fait. Là, on va parler des non, petites filles. il y a des gens qui attirent les filles, les petites filles par Qui les sont attirés, voilà. qui attirent les filles par les petites, Par des petits jetons, cadeaux, des biscuits, des bonbons, Oui. c'est possible. C'est tout un processus en fait. Oui, mais il y a de ces personnes-là. Parce que, vous savez, il y a des enseignants du secondaire qui martyrisent les filles parce qu'elles ne veulent pas dépenser de l'argent, mais la fille peut-être aussi ne veut pas étudier, veut une note. D'accord. Et donc, de ce point de vue, il en profite allègrement. C'est de ça que je parle. Et c'est pourquoi je dis, en tout cas pour moi, je dis une chose, quelqu'un tombe dedans, sanctionné. Ça se comprend. Sans état d'âme. Avec la cloche à présent, incendie à l'École nationale des officiers de Tofoc, 4 militaires en état critique évacués à Paris. Laurent. Oui, je crois que même si on fait l'effort de ne pas donner l'information, on finit toujours par la livrer. Et donc, quand les gens disaient qu'il y avait des cas critiques, je crois qu'il y avait un communiqué pour dire qu'il y avait plus de peur que de mal. Mais finalement, on apprend qu'il y a 4 qui sont évacués. Ça veut dire que c'est assez critique. Et ils ont été évacués le samedi soir. Oui, vivement que ces personnes retrouvent leur état de santé normal, que tout se passe pour le mieux. Mais comme on a pu le dire, oui, c'est des choses qui peut-être ne sont pas prévisibles. Mais aussi, on peut peut-être prendre des mesures pour éviter à l'avenir de telles situations. Je crois qu'au niveau du camp militaire, et tout ce qui est, parce qu'on parlait de matériel obsolète. Donc tout ce qui est matériel obsolète, est susceptible de créer une telle situation. Il faut finalement faire le ménage au niveau des camps militaires que nous avons et les mettre de côté et voir comment les détruire, plutôt que d'attendre encore une autre fois pour dire qu'on veut encore déplacer le matériel obsolète. Et d'ailleurs, même comme Antoine Chouakou l'a dit il y a quelques jours, faire en sorte que les personnes qui sont formées en la matière, que ce soit à ces personnes s'occuper de ce travail-là. Désormais de ce genre d'opération. Voilà. Question pour vous, Laurent Roland-Toneniquez, question qu'on retrouve à la une du quotidien Info Matin. Demande de retour au Parlement après son départ du gouvernement. Que cache le forcing de Khéroumé? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu et je reviens là-dessus ce matin pour dire Khéroumé a été fait politiquement par qui? Khéroumé appartient à quel parti politique? Quel était le parcours politique de Khéroumé avant 2016? C'est à partir de 2016 qu'on a connu un certain Khéroumé. C'est que d'autres Béninois le connaissaient, mais politiquement, on ne le connaissait pas. Alors, s'il a été fait ministre, c'est par quelqu'un. S'il a été déchargé, c'est quelqu'un qui l'a fait. S'il a été ramené au gouvernement, c'est quelqu'un qui l'a fait. En 2019, on a positionné Khéroumé suppléant, titulaire, et son suppléant, c'était Lambert Agbono, le député de Zapota. Et Janvier Aouedou était premier titulaire. En 2023, les mêmes personnes qui ont fait de Khéroumé deuxième titulaire en 2019 ont fait de Khéroumé premier titulaire et ayant pour suppléant Janvier Aouedou et en mettant Lambert Agbono qui était son suppléant deuxième titulaire. Alors, vous me posez une question et je vous réponds pour dire Khéroumé peut-il se permettre de faire ce qu'il fait s'il n'a pas une caution politique derrière? Khéroumé peut-il oser défier sa propre formation politique si, en réalité, il n'a pas peut-être une caution politique derrière? Parce qu'il appartient à un parti politique. Et c'est pourquoi je dis, par exemple, est-ce que le parti Bloc républicain ou l'Union progressiste, c'est vraiment des gens qui sont convaincus de la réforme du système partisan ou bien c'est des gens disciplinés ou soumis qui font la volonté d'un bienfaiteur ou d'un maître suprême? Parce que en la matière, est-il vraiment soumis quand il agit ainsi? Non, mais justement, ce que je dis en la matière, c'est-à-dire que quand on parle de réforme du système partisan, c'est qu'il doit respecter ce que dit son parti politique. D'accord? Et puis, s'il ne respecte pas ce que dit son parti politique, et sachant que les forces politiques dont on parle ont un maître suprême au-delà des présidents ou bien des secrétaires exécutifs ou des secrétaires généraux nationaux de ces partis, au-delà de ceux qui dirigent ces partis, il y a un chef suprême. Et si vous avez la caution du chef suprême, vous pouvez vous foutre du chef de votre parti. Malheureusement. Vous pensez que Khéroumé a la caution du chef suprême? Je fais une analyse. Les gens vont suivre
et tirer leurs Tirer conclusions. leurs conclusions, ok. Frère Romain a été démis du gouvernement par Patrice Talon. S'il a été député en 2019, c'est grâce à Patrice Talon qui était son bienfaiteur. Appelons chat. En 2023, Patrice Talon qui l'a mis deuxième titulaire, en tout cas l'équipe de Patrice Talon qui l'a mis deuxième titulaire en 2019, l'a positionné premier titulaire et en mettant Yawedeou son suppléant. Et exprès, quand on a installé les députés, Yawedeou n'était pas encore allé à l'Assemblée nationale. C'est après l'installation des députés que Yawedeou est allé à l'Assemblée nationale. Alors, où est le débat? Attendez, je ne serais pas surpris de voir que la Cour tranche en faveur du frère Romain. Ce serait une surprise pour moi peut-être aussi de voir que Yawedeou a eu peut-être la caution de la Cour constitutionnelle et va siéger à l'Assemblée nationale. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, il y a un schéma que je vois. C'est-à-dire que les gens qui peuvent être susceptibles, qui peuvent être des gens susceptibles de lever, hausser un peu le temps peut-être avant 2026, s'ils ne savent pas faire, eux tous seront lentement mais sûrement extirpés de l'équipe. Yawedeou en train d'être mélangé dans la sauce? Mais écoutez, oui, mélanger la sauce. Et je crois qu'à un moment donné, s'il regarde un peu la situation, s'il fait une bonne analyse, et s'il a un peu de dignité, je l'ai dit la semaine passée, et s'il se respecte pour ne pas connaître la honte éventuelle. Mais de toutes les façons, l'affaire est déjà devant la Cour. Oui, mais c'est-à-dire que chacun fait son opinion. Yawedeou qui est là au fond, fait son opinion. Et c'est vrai que je vois des publications qui sont faites pour montrer clairement qu'il ne va pas quitter. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Si le chef suprême ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas. Si l'équipe, en tout cas le noyau dur, ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas. Parce que Frère Romain fait partie des fidèles des fidèles. Au moment où les Frère Romain, malgré la difficulté, était derrière Patrice Talon, derrière Yawedeou était avec Sébastien Adjavon. Suivez mon regard. Et donc, on attend de voir la suite. Vous savez qu'au travers de ce forcing, par exemple, du ministre Frère Romain, certains élisent une envie d'aller se mettre à l'abri. Non, c'est pas l'abri. De rechercher. Je crois que si c'est pour mettre. Écoutez, si c'est pas humilité. Si Patrice Talon veut protéger Frère Romain, il va protéger Frère Romain. C'est pas humilité. Et c'est d'ailleurs même que lui-même ne peut pas oser faire ce qu'il fait là avec Patrice Talon. Il le sait. Écoutez, les gens ils connaissent mieux leur chef. D'accord. Ce que vous dites. Quand les gens parlent d'immunité, ils disent c'est un faux problème. Toboula est allé en prison. Elle a parlé de soins, elle est partie et revenue. Oui. Il n'est pas retourné en prison. Qui a parlé? Restons au niveau du BL. C'est bon. A disparu. Parfois, il revient au Bénin. Qui a parlé Laurent Donc, ce n'est pas une question d'immunité. C'est une question, moi je pense que le monsieur a certainement une caution quelque part. Maintenant, la Cour peut prendre une décision. Bien sûr, en sa faveur, comment ça ça fait une surprise. Pour moi, quand on va trancher en faveur de Yawedeou... La surprise pour vous serait qu'on tranche en faveur de Yawedeou. Oui. Autrement, c'est pas évident. En fait, on tente de passer par les voies juridiques, constitutionnelles, pour montrer que oui, c'est pas quelqu'un qui a décidé, mais que c'est un Cour qui a décidé. D'accord. En tout cas, c'est la preuve qu'au niveau du BR, je pense qu'on en parlait la semaine passée, qu'il y a un malaise. Et un malaise de plus, c'est celui rattaché. Au sein de toutes les fonctions politiques, il y a des malaises. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, on voit une certaine lettre privée de Gbadamassi qu'on sait que le mal est profond. Justement, Nord-Bénin j'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques jours. Oui. La personne devait être candidate en 2023 et qui devait se préparer pour 2026. Et puis j'ai discuté avec la personne au téléphone, je crois jeudi, qui dit mais je ne peux plus être candidat en 2026, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que celui sur qui je compte, il est en train d'être éjecté du système. D'accord. Et celui dont on parle, c'est le chef du parti UPR. Donc, en réalité, il y a un malaise un peu partout. Les gens ne veulent pas... Et c'est pourquoi je dis, il y a des soumis qui font preuve de discipline, différents de ceux qui sont convaincus de la réforme du système partisan et qui sont véritablement convaincus et qui sont engagés pour les formations politiques dont on parle. Il faut attendre véritablement le départ du parti en 2025-2026 pour se rendre compte que c'est des clubs de personnes soumises. C'est des clubs d'intérêt. Nord-Bénin, en tout cas, revient donc sur ce malaise au niveau du BR. Vague de réaction suite à la lettre de Gbadamassi à Abdoulaye Biotchane. Ça continue en faveur du SGN. Ça continue en faveur du SGN. J'ai vu Constantin Moussoul répondre. J'ai vu la jeune Nadia Okumasso répondre à Gbadamassi. J'ai vu une avalanche de réponses à Gbadamassi. Mais... oui, dans une certaine mesure, peut-être ça va être un rapport de force, de communication. Mais il faut que les gens regardent la vérité en face. Je continue de dire, ça c'est moi. Je ne suis pas militant BR et je ne le serai même pas de toute façon. Je prie pour ne même pas me retrouver dans ces trucs-là. Mais je pense sincèrement que
et je le dis ce matin encore, pour moi, Abdoulaye Biotchani n'est pas un politique, c'est un technocrate. Et il y a des scorpions, des crabes, tout un mélange d'une formation politique. Et tous ceux-là, ils ont envie de trouver quelqu'un à piquer ou bien peut-être des sanctions parfois. Quelqu'un a sucé et vous êtes chef, vous devez accepter de vous calmer et distribuer de l'argent à la fin du mois. Par exemple, quand vous prenez votre salaire, vous devez pouvoir appeler telle personne pour dire, bon, prends 100 000, 200 000, 1 million, ou bien lui donner des marchés dans ton ministère ou des trucs là. Quand ce n'est pas ça, il y a que des gens vont se retourner contre vous. Parce qu'ils estiment que vous êtes chef du parti, que vous devez les aider. Vous pensez que Abdoulaye Biotchani doit promouvoir le népotisme pour, mais écoutez, garder, les gens dans les formations politiques, le poste de SGN, dans toutes les formations politiques, les gens qui militent dans les formations politiques considèrent que les formations politiques, c'est une prise en charge. Même dans UPR, écoutez, ils sont nombreux dans UPR. Ils attendent toujours une nomination jusqu'en 2026. Ils ne sont pas là parce que, bon, écoutez, ce parti-là... Donc ça parce que, au niveau du parti, si Gbadamassi n'avait pas récompensé, d'ailleurs, avec le... Si Gbadamassi n'avait pas échoué, oui. Au législatif, vous pensiez qu'il allait réagir comme ça. Il a échoué, il constate qu'il va vers l'extinction. C'est-à-dire que s'il ne fait pas quelque chose pour montrer qu'il est encore là, c'est que progressivement, il disparaît. Donc il se donne une actualité. Et oui, il faut qu'il disparaîtra de la scène politique. Hein? Et puis, il faut peut-être qu'il arrive à mettre quelqu'un là, comme Adambi peut-être, qui peut parfois intimider un peu parce que politiquement, il peut toujours avoir des choses à lui dire, s'imposer dans la 8e et autres. Mais un ABT, c'est un technocrate qui... Mais là, il s'en prend à un gros poisson quand même, un ministre d'État. Un ministre d'État... En place depuis le début du mandat ministre d'État, mais politiquement faible. Un ministre d'État politiquement faible. Je dis toujours une chose, les formations politiques qui sont dirigées aujourd'hui par Biotchani ou ABT ou bien Joseph Diaguenou, ont-ils réellement le pouvoir en main? Là, la question. Parce que s'ils ont le pouvoir réel... Écoutez, j'ai dit, il y a des cas de figure, des schémas qui montrent clairement que ces deux personnes n'ont pas le pouvoir en main. On a deux ministres qui démissionnent de deux formations politiques, qui font de jeu. L'autre quitte de BR pour aller à l'UPR, l'autre quitte l'UPR pour aller BR. Et aucun des chefs des deux partis n'a le courage de sortir un communiqué pour sanctionner ça. D'accord? Et demander à ce que alors ils laissent alors leur poste ministériel. Parce que, au fond, dans un gouvernement, c'est une question de négociation avec les formations politiques qui portent un chef. Et ce chef, à un moment donné, doit pouvoir se référer à ces formations politiques pour dire, mais écoutez, ceux que vous m'avez envoyés, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On doit les enlever du gouvernement et changer alors par des personnes qui sont encore disciplinées dans les formations politiques. Mais si les deux là n'ont pas eu le courage de réagir, cela suppose qu'il y a encore un chef peut-être quelque part. Laurent Roland-Tony, qu'est-ce l'autre actualité au plan national? C'est évidemment l'attaque de Kérou qui continue de susciter des réactions. On a vu dans le courant de la semaine passée, le week-end notamment, eh bien, des personnalités descendre sur le terrain, notamment Daniel Eda. Il y a également la Fondation Terrienne qui a fait don de vivres justement aux populations. Laurent. Oui, les populations sont sous le choc, et donc toutes les bonnes volontés qui pourraient leur apporter un soutien sont les bienvenues. Oui, Daniel Eda qui, depuis, je crois, 2011, est sur la scène politique pour montrer qu'il doit aller aux élections pour être président de la République, ça ne lui sourit pas, ça ne lui marche pas. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils vont travailler aux Nations Unies pendant quelques années, ils se découvrent des personnalités pour être président de leur pays. C'est pas qu'au Bénin, dans la sous-région Togo. Y a-t-il un mal à cela? Non, c'est-à-dire, oui, voilà. Mais la réalité, c'est-à-dire que quand ils ont un cahier d'adresse assez fourni, bon, ils se croient que, bon, ils voient que, bon, maintenant, tout peut passer aussi facilement, mais ce n'est pas encore ça. On a vu des exemples, d'ailleurs. Un Thomas Boniaï, en tout cas. Oui, un Thomas Boniaï, c'est un cas atypique, parce que Nicéphore Soglo. Nicéphore Dieudonné Soglo. Le cas... Et ça, ce n'est que des exemples au Non, Bénin. non, le cas Soglo, il a été fait par les politiques en Éthène. C'est parce que les gens ont voulu, au cours de la conférence nationale, que Soglo a pu avoir cette percée-là. S'ils ne voulaient pas, c'est que ça ne marcherait pas. Évidemment, il faut des soutiens. Non, mais ceux-ci, pour justement soutenir la volonté. Ceux-ci viennent, d'accord, mais en bafouant ou en mettant de côté carrément tous les politiques qui existent. Donc, c'est un problème. Vous pensez que c'est le cas de Daniel Eda? Écoutez, quand vous venez au Bénin et que vous voulez changer les choses, et que vous pensez que tous ceux qui étaient là sont mauvais,
Attention, c'est que vous le voulez, vous pouvez faire, il vaut mieux faire l'âne pour avoir le foin. Quand vous aurez le foin maintenant, là, vous pouvez dérouler votre plan. Mais quand l'autre a sorti la nouvelle conscience, en attaquant tout le monde là, il a eu pu avoir combien aux élections? Il a dû se rallier à Patrice Talon. Donc, ce n'est pas ça le discours. C'est vrai qu'on ne va pas continuer à encourager ça, mais à un moment donné, il vaut mieux peut-être faire avec eux. Patrice Talon, même si tous les députés à l'époque pratiquement l'ont lâché, mais il y a des politiques qui sont restés. Il y a des gens qui sont restés fidèles, qui sont politiques, qui sont là, dont on connaît, mais qui ne font pas, en tout cas, qui n'ont pas une probité aussi extraordinaire que ça, on les connaît. Oui, il y en a qui ont des problèmes avec la préfecture de Cotonou, avec les parcelles, d'ailleurs même qui a réussi à faire les réduire au silence en les enlevant du gouvernement. Et ils sont dans le Haut-Bénin maintenant, mais ils ne peuvent pas oser parler parce qu'ils ont dû tomber quelque part au tribunal pour qu'on les protège. En griffe. Mais je dis une chose, c'est ça le véritable problème. Maintenant, c'était une parenthèse. Oui, il faut que les gens aient au secours des populations de Kéro, les aider, les assister, leur apporter le nécessaire, parce que ces populations étant sous le choc ont besoin que tout le monde participe fasse preuve de solidarité nationale. D'accord. Merci à vous, Laurent Roland Tonei-Ikes. On finit très rapidement. Nous sommes à la une du quotidien Dynamisme Info qui parle également de la descente de Daniel Eda à Kéro pour soutenir les populations et estime que Daniel Eda montre le chemin à suivre. J'ai envie de demander à qui, mais passons. Taux de chômage, Laurent Roland Tonei-Ikes, et de sous-emploi au Bénin. On va finir là-dessus. La rupture dans les mélanges de terminologie, selon Parfait Bocon et les siens. Alors, je crois que des chiffres avancés suscitent la polémique sur la toile depuis quelques jours. Je suis d'accord avec les gens, quelque part. Et quelque part, je comprends aussi le gouvernement. Vous savez, le gouvernement, pour mesurer le taux de chômage aujourd'hui, tient compte des chantiers ouverts et la multitude des personnes qui travaillent sur les chantiers et considère que ce sont des gens qui travaillent. Qui travaillent et donc le chômage est réduit. Voilà, donc en réalité, quand on parle de chômage et de pas de sous-emploi, la personne qui travaille, même si la personne est sous-employée, c'est que la personne n'est plus au chômage. C'est clair. Donc, c'est peut-être... Dans les statistiques, il n'est plus pris en compte. Voilà, donc, elle n'est plus prise en compte pour la personne. C'est se basant sur ça que le gouvernement parle des chiffres avancés pour dire que oui... Vous savez que selon même justement les critères, quand bien même vous êtes diplômé et que vous n'avez jamais travaillé, vous n'êtes pas au chômage. Non. Ce matin... Il faut avoir travaillé. Il faut avoir travaillé, avoir perdu peut-être son boulot pour être au chômage comme chômeur. Oui. Ce matin, par exemple, en volant, je devais déposer un enfant au centre des armes pour les armes blancs, pour les blancs nationaux. J'ai vu un jeune que je connaissais qui a fait... je crois, la FASEG, qui a, je crois, normalement, sauf erreur de ma part, je ne sais pas s'il a continué, mais il aurait déjà fini, puisque je l'avais vu assez assidu à l'université, qui avait son sac au dos, avec les chaussures de chantier, avec son casse en main. Et donc, il allait travailler sur un chantier. Et celui-là, par exemple, vous lui posez la question, il vous dira qu'il est au chômage. C'est en fait le problème en réalité. Les gens considèrent que même s'il y a un emploi, même s'ils sont sous-employés, ils sont au chômage. Ils sont au chômage. Donc, c'est ça qui fait que quand vous dites que le taux de chômage... les chiffres, 2%... les gens disent, mais quand même, qui parle et de quoi parlons-nous? Parlons-nous du même Bénin. Du même Bénin. Je crois que oui, mais les chantiers dont on parle, qu'on utilise comme référence pour dire que le taux de chômage est réduit au Bénin, c'est pas les chantiers qui durent. On a la GDIZ qui emploie beaucoup de jeunes béninois. Non, je suis le premier à dire sur ce plateau. Voilà. Écoutez, il faut revenir là-dessus, en fait. Non, c'est important. Écoutez, c'est important. On va pas utiliser... De le repréciser, Laurent Roland Je précise que la GDIZ a fait un effort considérable en recrutant des jeunes. Mais au niveau des chantiers qu'on a ouverts, la plupart c'est 2 ans, 3 ans. Quand les chantiers vont finir, ça suppose qu'on reviendra à un taux de chômage assez élevé. Attendons de voir. Non, mais c'est ça. Il y en aura d'autres. Il vaut mieux. Il y en aura d'autres. Il vaut mieux travailler à ce que nous puissions avoir des opportunités de travail assez durable, durable, plutôt que de se contenter de ce que puissent presque 500 jeunes travailler sur un chantier et donc on a résorbé le chômage. Ce n'est pas ça. Il vaut mieux faire en sorte que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise du Bénin puissent avoir la facilité des affaires au Bénin, faire en sorte que les producteurs aient la possibilité d'emblaver plus de terre. En emblavant plus de terre, ils ont besoin de plus de main-d'œuvre permanente.
et à qui ils peuvent payer tout au moins le SMIC. Donc, c'est de ça qu'il est question. Plutôt que de se contenter des chantiers qu'on lance pour 2 ans, 3 ans et dire qu'on a créé le problème du chômage. Ce n'est pas encore ça. Merci à vous, Laurent Roland Tonnet.